Bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis très content de partager avec vous lors de cette e-conférence qui tournera autour du thème du leadership et de la performance en temps de crise et sur la manière avec laquelle une des manières, certainement qu'il y en a d'autres, une des manières avec lesquelles on pourrait gérer justement ces temps difficiles et faire preuve de résilience sur le court terme, mais surtout de résilience sur le long terme en développant ce que nous qualifions en Officium d'immunité stratégique. Et je vais le faire à travers une philosophie, une méthode que nous avons développée il y a un peu plus d'1 an maintenant avec le reste de l'équipe Officium. Donc, je rends hommage aux différentes personnes qui ont contribué, notamment Imad Mouhib, Mounalaine Weber et d'autres qui se reconnaîtront, sur cette méthode qui s'appelle POALA et que j'expliquerai dans pas longtemps pour vulgariser ce terme, d'où il vient, pourquoi on l'a retenu et dans quelle mesure il renseigne sur l'état d'esprit de cette méthode. Le temps de l'intervention durera à peu près une demi-heure et nous aurons un quart d'heure pour répondre aux différentes questions que je vous invite à poser sur la zone chat. Donc, nous récupérons les questions au fur et à mesure. Il y a ma collègue Yasmine qui est avec moi, qui est en train de voir la zone de chat pour pouvoir récupérer les questions qui reviennent, les thématiques, et que je puisse les traiter sur le dernier quart d'heure. Donc, normalement, on devrait avoir fini dans un peu plus de 40 minutes, 40, 41 minutes. Je commence par une phrase qui est assez galvaudée, assez largement utilisée depuis plusieurs années, mais qui reste d'actualité. Rien n'est permanent, sauf le changement. En fait, nous sommes dans un monde qui est en changement permanent. Le changement n'est plus l'exception, c'est la norme. Et donc, toute la réflexion, tout le leadership doit intégrer cette dimension de manière permanente. Et on reviendra un peu sur un deuxième concept un peu plus loin pour vulgariser justement comment est-ce qu'on peut apprécier ce changement. Et étant donné justement que ce changement devient permanent, on ne peut plus être en mode réactif, attendre qu'il y ait un changement pour pouvoir réagir et voir comment on peut s'adapter, comment on peut l'accompagner. Mais bien au contraire, on doit être dans une approche proactive pour anticiper tous les prochains changements, surtout qu'on ne connaît ni leurs dimensions, ni leurs implications. Et je rappelle juste qu'il y a 18 mois, personne n'avait vu venir ce qui est en train de se passer depuis les 15 derniers mois un peu partout dans le monde. Donc, la pandémie et ce qu'elle a entraîné comme implications sanitaires, économiques, sociétales, comportementales, n'avait pas été anticipé. Maintenant, on aurait pu se préparer pour ce type de changement. C'est ce que nous allons voir lors de la présentation que je vais dérouler. Et pour commencer, et justement, c'est le premier concept auquel je faisais référence juste avant, et si le monde n'était pas devenu fou, mais tout simplement VUCA. Alors, VUCA est un concept qui nous vient du monde de l'armée, du monde militaire, comme beaucoup de concepts d'ailleurs en stratégie. Le concept de la stratégie même vient du monde militaire, la supply chain vient du monde militaire, beaucoup de disciplines qu'on retrouve dans les entreprises aujourd'hui viennent du monde militaire. Et ce concept-là, VUCA, a été développé par l'armée américaine pour parler de 4 dimensions qui caractérisent le changement permanent auquel les troupes sont confrontées quand elles sont sur le terrain. VUCA, c'est 4 lettres qui réfèrent à 4 mots: la volatilité, l'incertitude, uncertainty, la complexité et l'ambiguïté. Et le concept VUCA est un concept qui a été développé pour expliquer que dans toutes les interventions militaires, il n'y a pas de linéarité. On ne se projette pas dans une logique linéaire, c'est-à-dire on ne se dit pas qu'on va avancer les troupes, par exemple les troupes terrestres, et donc l'ennemi va avancer les chars et nous on va envoyer l'aviation et la marine va intervenir, etc. Cette notion de prévision linéaire est complètement impossible. Elle est d'autant plus impossible dans certaines conditions de bataille qui sont faites dans des environnements qui ne sont pas prédisposés pour une guerre. Donc, on n'est plus dans les logiques d'il y a quelques siècles où les 2 troupes se retrouvaient sur une plaine et puis se déclaraient la guerre et commençaient à se battre. On est
des fois dans des confrontations qui se passent dans des environnements extrêmement complexes parce qu'ils ne sont pas designés justement pour le combat et les batailles. Ces environnements, pour faire simple, ça peut être des villes, donc des interventions qui peuvent se passer dans des villes ou alors dans des environnements à risque, par exemple autour de puits pétroliers ou autres. Et donc, on est dans cette logique VUCA, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, nous sommes face à de la volatilité. Il peut y avoir des choses qui étaient dans un sens et puis qui vont dans l'autre sens et puis qui reprennent et ainsi de suite. Il y a l'incertitude qui va caractériser cet environnement, la complexité parce que des fois aussi en terrain de guerre, nous avons des tribus A, B, C, des regroupements A, B, C qui vont être le A est l'ennemi de B, le B est l'ennemi de C, mais est-ce que le C est l'ami ou l'ennemi de A, on ne sait pas. Donc, il y a de la complexité pour faire la lecture du terrain. Et puis, l'ambiguïté, on ne sait pas quel est l'effet finalement des actions qu'on met en place. Et cette réalité qui nous vient du monde militaire est complètement vérifiée dans le monde de l'entreprise. Et la question qui se pose, c'est comment naviguer sereinement face au changement qui est permanent et qui est par définition VUCA, qui est par définition imprégné de ces 4 caractéristiques que je viens de citer. Afin de répondre à cette question, il y a juste un petit souci technique de passage de slide, mais en tout cas, afin de répondre à cette question, toute la réflexion est de dire, étant donné que nous sommes dans un monde VUCA, qu'il y aura des changements, qu'est-ce qu'on doit faire le moment où une action intervient qui n'était pas nécessairement planifiée, qui n'était pas réfléchie. Et au moment où il intervient, comment est-ce qu'on peut réagir? Comment est-ce qu'on doit se préparer? Quelles sont les ressources qu'on doit mobiliser? Et comme j'ai dit, on s'imprègne du monde militaire, mais nous sommes dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la guerre économique. Donc les ressources sont ce qu'elles sont, humaines, matérielles, financières. Hein, pour les entrepreneurs et les dirigeants qui suivent cette e-conférence, si je vous pose la question où est-ce que vous étiez il y a un peu plus d'un an quand on avait annoncé le confinement, je pense que c'était un moment marquant parce qu'on a, constaté justement que nous n'étions pas préparés tous à confronter un monde qui était, du jour au lendemain, devait répondre à des impératifs qui sont radicalement différents. Alors, la présentation a cessé de projeter. Je vais juste la relancer. Vous allez m'excuser pour ces petits ajustements techniques, mais nécessaires. Les aléas du direct, effectivement. Et là, j'espère que vous allez pouvoir revoir mon écran. Je me retourne vers Yasmine pour confirmer. Voilà. Et donc, si je vous posais la question à tous les dirigeants, les patrons, les managers, où est-ce qu'on était à la veille de l'annonce du confinement, on s'en rappelle. On s'en rappelle parce que nous sommes tenus à un rôle de leader. C'est quoi le leadership? Alors, il y a plusieurs modèles. Celui que je vous propose est celui qui me parle le plus, celui avec lequel j'ai fonctionné pendant plus de 15 ans, près de 20 ans maintenant, que je vois opérer dans plusieurs environnements et qui est un modèle de lecture de ce qu'on appelle le leadership. Et pour faire la version simple hein, sur ce modèle qu'on appelle les 5 E's, les 5 E, on peut résumer le leadership en un séquencement qui est itératif, qui se nourrit éternellement, mais dont le point de départ est certainement le premier E, the first E, which is envisioning. Envisioning est un terme anglais qui veut dire avoir une vision, se doter d'une vision. En fait, un leader, son point de départ, c'est d'abord d'avoir une vision. Avoir une vision sur un cap où est-ce qu'il veut aller. Deuxième E, c'est enroll ou engage, c'est-à-dire être capable d'avoir cette vision, mais d'avoir des gens qui adhèrent à cette vision, qui sont d'accord pour monter dans le bateau et aller quelque part. Troisième E, c'est energize, donc j'ai une vision, j'ai des gens qui ont adhéré, des équipes, et bien, il faut leur donner l'énergie, il faut leur donner envie de travailler pour aller atteindre ce cap.
Quatrième dimension de leadership, c'est l'enablement ou le enabling. Que veut dire enable? Ça veut dire lever les barrières, donner les moyens à cette équipe-là, à ces équipes-là, avec qui j'ai partagé ma vision, que j'ai engagé, j'aurais donné envie d'y aller, mais il faut que je leur donne les moyens logistiques, les moyens humains, les moyens financiers, et ainsi de suite. Et puis le cinquième E, qui n'est pas des moindres, c'est l'execution, execute, qui est en fait la dimension de mettre en œuvre, d'être également, d'agir en termes de role modeling. C'est-à-dire que moi, en tant que leader, je vais avoir une vision, donner envie aux gens de me rejoindre, de leur donner l'énergie qu'il faut, leur donner les moyens, mais ils doivent aussi me voir passer à l'action. Je ne peux pas leur confier les rênes du bateau et moi descendre du bateau et aller faire autre chose. Je dois rester dans le paquebot. Et donc, c'est l'exécution, ma capacité à avoir un rôle dans cette démarche de leadership. Et ce qui se passe quand on est dans un monde VUCA et qu'on est un leader, c'est que il faut qu'on se dote d'une certaine manière de voir les choses, d'une certaine philosophie. Et là, on est allé chercher dans plusieurs cultures et on s'est arrêté, on s'est intéressé. C'était vraiment au début du confinement, on a développé cette méthode. On a identifié que le peuple hawaïen se dotait justement de cette culture qui vient de leurs aïeux, donc c'est une culture ancestrale, et qui veut dire reprendre conscience, se réveiller de la stupeur pour enfin s'élever et grandir. Je m'explique. Hawaï, donc c'est un ensemble de personnes qui vivent dans un espace qui est très sympathique pour des photos de cartes postales, mais qui est en même temps un espace très vulnérable parce qu'ils sont à la rencontre de plusieurs flux météorologiques qui font qu'il y a des ouragans, qu'il y a des tempêtes, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont induits dans leur existence. Ces phénomènes naturels viennent de manière régulière bousculer leur train de vie normal. Et donc, il y a un ouragan qui va passer, et puis le lendemain, ben, j'avais un espace, un restaurant, un espace où je préparais des choses d'artisanat ou autre, et puis il a disparu parce qu'il a été emporté par l'ouragan. Ben, ma capacité à reprendre conscience de dire, là, voilà, c'est ce qui s'est passé, et là, de me réveiller de la stupeur et donc de cette peur mixée à une volonté de ne pas perdre ce qu'on a, à protéger les siens et ainsi de suite, pour enfin s'élever et grandir, c'est-à-dire reprendre de l'énergie et repartir vers un nouveau cap. Par rapport au slide d'avant que je venais de présenter, les 5 E, les 5 E's, on est dans une logique de reprise du cycle du leadership. Donc le Poala, c'est cette capacité à se réveiller le lendemain d'une tempête, d'un ouragan, autre, et de se dire, OK, à partir de maintenant, quelle est ma vision? Comment je peux faire adhérer les équipes autour? Comment je peux leur donner l'envie et l'énergie pour qu'ils me suivent? Quels moyens je peux mobiliser pour enfin exécuter et que la vie reprenne son sens normal? Et la méthode Poala, et là je vais diffuser une petite vidéo. On entend quelque chose? Non, on n'entend rien, c'est pas grave. Mais en fait, c'est l'histoire qui s'est passée lors de l'éruption d'un volcan en 2018. C'était impressionnant. Donc 250 millions de mètres cubes de lave qui ont commencé à se déverser et qui ont été qualifiés par les géologistes comme étant l'une des éruptions les plus impressionnantes de l'histoire. Il y a eu plus de 580 maisons qui ont été détruites, 2000 résidents qui ont dû se déplacer. Et dans cet espace-là, out of destruction came creation. On a vu la vie renaître. Et on a eu des plages de black sand, de sable noir. Et là, on voit une personne qui explique que c'est une nouvelle plage qui vient d'être créée après cette éruption de ce volcan et qui nous présente un peu les différences qu'il y a entre ce qu'on voit maintenant. Donc, voilà, on voit la mer, on voit une plage de sable noir. Et donc, tout ça a existé après l'éruption du volcan. Et donc, il y a toute cette plage noire, de sable noir qui a été créée. Et tout cela, avant, c'était de l'eau, en fait. Donc, la lave est venue s'installer pour créer une nouvelle plage qui n'existait pas. Et là, vous voyez un peu les images de cette nouvelle plage. Et là, c'était en fait
un espace où venaient les bateaux s'accoster, mais il y a une nouvelle plage qui est venue s'installer entre les deux. Donc ça, c'était le avant. Hein. Et on va voir l'image, donc tout ça, c'est avant l'éruption du volcan. Et là, c'est l'image après, c'est-à-dire qu'il y a eu la création d'un nouvel espace qui n'existait pas, y compris ce qu'on appelait des piscines thermales, c'est-à-dire des piscines d'eau chaude, et qui a été réouvert en 2018. Et c'est cette philosophie-là qu'on appelle la philosophie Poala, et qui a été démontrée ici par la nature, pas par l'homme. C'est-à-dire que la nature a été réinventée après un moment qui s'apparente justement au déluge, mais c'est le déluge de lave. Et donc, le principe de la méthode Poala, c'est justement de permettre aux leaders, après une crise, après une situation un peu qui bouscule, une situation VUCA, de repartir en faisant deux choses. Sur le très court terme, mobiliser les équipes, réajuster les plans d'action. Et même avant cela, réajuster le cap. C'est quoi la nouvelle vision? Où est-ce qu'on veut aller? Dans un deuxième temps, la méthode permet de renforcer l'immunité sur le moyen et long terme pour se préparer aux prochaines crises. Tout comme les habitants de Hawaï qui savent qu'après un volcan, après un ouragan, après une tempête, qui vont détruire une partie de leur île, ils vont reconstruire selon un nouveau cap, mais tout en se préparant à ce qu'il y ait encore une autre réalité qui viendra détruire tout ça. Et pour ce faire, en fait, la méthode qui a été retenue justement pour permettre de constituer ce qu'on appelle la méthode Poala s'articule autour de trois axes. Premier axe, et rappelez-vous, c'est le premier E du modèle de leadership des 5 E's que j'ai présenté, c'est la redéfinition des axes stratégiques. Vers quoi on veut aller? Aujourd'hui, ça a été détruit. J'étais dans un business X ou Y ou Z. Il y a eu la crise sanitaire, ce business n'existe plus. Quels sont mes nouveaux choix stratégiques? Deuxième bloc, c'est quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour aller saisir les opportunités stratégiques nouvelles. Et troisième bloc, c'est quels sont les processus, quelle est l'organisation que je vais adopter pour pouvoir le faire. Donc, c'est une méthode qui va nous permettre de naviguer entre ces trois éléments qui sont essentiels, la redéfinition des axes stratégiques, les compétences et la culture avec lesquelles je vais aller affronter, et la manière avec laquelle les process et l'organisation vont permettre de le faire. Et tout cela doit être fait, non pas dans une logique fataliste, qui va mobiliser de l'énergie pour être triste par rapport au fait que j'ai perdu des acquis, au fait qu'il y a des marchés qui ont disparu et ainsi de suite, mais plutôt qui va être orienté résultat à venir. Donc, comment je peux avoir ce qu'on appelle l'agilité stratégique? Donc, qu'est-ce que je peux ajuster dans mes plans? J'ai des compétences, comment je peux les réorienter? Et deuxièmement, comment être proactif et pragmatique pour les prochaines décisions que je vais prendre. L'objectif de toute la démarche, que je vais exposer dans pas longtemps, c'est comprendre qu'est-ce qui a changé, se définir un nouveau cap et engager les équipes pour repartir. Donc, faire preuve de leadership en temps de crise. Pour ce faire, notre méthode s'appuie, la méthode Poala que nous avons développée à Officium s'appuie autour du concept de design. Alors, le design, pas dans le sens graphique du terme. Je sais que beaucoup de gens comprennent le concept de design thinking, de design stratégique. Mais je le précise quand même, à travers cette citation de Steve Jobs, c'est que la plupart des gens font l'erreur de penser que le design, c'est l'apparence. Ce n'est pas comme ça que nous définissons le design chez Apple. Le design, c'est comment ça marche. Et donc, la réflexion à avoir, elle n'est pas une réflexion que nos clients nous ont confiée et qu'on a fait dans notre coin pour revenir leur dire voilà ce que vous devriez faire. C'est un travail d'accompagnement parce qu'ils sont les mieux placés pour savoir quelles sont leurs ressources, qu'est-ce qu'ils peuvent mobiliser comme énergie, et ils savent comment leur business aujourd'hui marche et comment il pourra marcher demain. Et donc, à travers des approches de design thinking, nous avons développé un atelier qui permet aux clients, sur une journée, de repartir de l'état des lieux post-crise, post-événement, et de s'articuler selon les principes du design thinking autour de l'usager et de l'usage, partir de zéro, de pas se dire comment est-ce que je peux continuer à faire de l'événementiel, par exemple pour les gens qui sont dans l'événementiel, alors que les autorités ne nous permettent plus de nous réunir. On fait en fait un zoom, on fait un step back et on se dit c'est quoi notre métier?
Notre métier, c'est de permettre aux gens de se rencontrer, c'est de permettre aux gens de se retrouver, c'est de permettre aux gens d'interagir. Et en fait, l'usage ne devient pas l'événement, mais la rencontre que permet de faire l'événement. Et on part du fait que ben, aujourd'hui, on ne peut pas se réunir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que les gens peuvent se réunir? Ben, il y a des plateformes. Aujourd'hui, on est en train d'avoir une conférence sur un espace digital. C'était très compliqué à accepter il y a 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, c'est totalement accepté. On imagine toutes les solutions possibles et on est convaincu que la seule manière de le faire, c'est l'expérience. Donc, lancer quelque chose qu'on va améliorer de manière permanente. Ça, c'est le principe du design thinking. Et donc, tout l'état d'esprit de la méthode Poala, c'est de redéfinir le cap et naviguer justement dans un monde qui est VUCA, qui est changeant. Donc, on a déployé ça d'abord pour les entreprises qui sont directement concernées autour de nous, c'est-à-dire pour Officium, pour certaines entreprises autour de nous dans lesquelles il y avait des intérêts, des alliances stratégiques. Et on a pris ce modèle et on a déroulé lors d'une journée. On a fait travailler les équipes sur qu'est-ce qui est encore du domaine possible, qu'est-ce qui est moins du domaine du possible, quelle est notre vocation, pourquoi les gens ont besoin de nous, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme valeur ajoutée. On a redéfini un nouveau cap qui est le point de départ. Et une fois qu'on a redéfini ce nouveau cap, ben on s'est dit, il faut maintenant se donner les moyens, en intégrant toujours ce modèle VUCA, hein, volatile, incertain, ambigu et complexe, pour se dire qu'il faut stabiliser la manière. Il ne suffit pas de redéfinir le cap à court terme. Exemple très concret hein, qui va parler aux décideurs qui m'écoutent, c'est que on était parti sur des logiques de budget qui ont été validées vers le mois de octobre à décembre 2019, début 2020 pour les retardataires. Et donc, on commençait à déployer la stratégie pour un cap avec des moyens. Et puis, Covid s'invite, confinement, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus si les gens vont pouvoir consommer ou pas, est-ce qu'on va sortir ou pas, et ainsi de suite. Quand le problème se pose, la priorité a été pour beaucoup de nos clients de se dire qu'est-ce qu'on va faire d'ici la fin d'année. Quel budget je coupe, quel budget je maintiens, quels sont mes nouveaux objectifs que je dois communiquer à l'actionnaire, et ainsi de suite. Donc, on est sur une logique relativement court-termiste, 6 à 9 mois. C'est bien parce que ça permet de piloter le reste de l'année. Mais une fois les premières semaines passées, avril, mai 2020, juin, on commence à parler de déconfinement. OK, on a des plans qui sont plus ou moins clairs pour la fin d'année, mais qu'est-ce qui va se passer après? Le monde a changé pour de bon. Hein. Il n'y a pas d'avant Covid, après Covid. Il y a un avant Covid, et puis il y a depuis que Covid est là. Il n'y a pas d'après. Ça va pas se terminer, on reviendra aux habitudes anciennes. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Ben, il y aura d'autres crises, lesquelles on ne les connaît pas. Et donc, il faut qu'on fasse de la musculation corporate, c'est ce qu'on appelle le corporate muscle memory, qu'on a développé avec un de nos partenaires internationaux, Peter Corine, Vicastar, pour ne pas les citer, et qui est de dire, ben, on a sauvé les meubles sur le très court terme, on a mis en place une démarche pour réaligner le cap, remobiliser les équipes, donc on a fait preuve de leadership sur le relatif court terme, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se transformer sur le moyen et long terme? Et en fait, ce concept de résilience qui était pratiquement absent chez beaucoup d'organisations, en tout cas beaucoup d'entreprises que nous avons accompagnées, c'est de se dire qu'on doit de manière continue réorienter et réajuster. C'est-à-dire que on sait très bien, on le disait même dans les cours de stratégie il y a déjà quelques années, la planification sur 5 ans n'est plus possible parce que le monde change. Et bien là, on ne doit pas seulement se dire que ça, on ne peut plus planifier sur 5 ans, bien sûr qu'on va se donner des ambitions, mais on va surtout se dire que sur l'année, il y aura des événements qui vont faire que nous allons devoir changer de fusil d'épaule. Et donc, on doit réorienter et réajuster de manière permanente. Réorienter et réajuster de manière permanente veut dire qu'on se lance, mais on a des indicateurs qu'on suit pour pouvoir voir qu'on est en train de s'éloigner de la voie qu'on a tracée parce que des environnements, des éléments d'environnement externe sont en train de changer. Et donc, on doit concevoir une manière d'accompagner les équipes à qui on demande d'aller d'un point A vers un point B, mais en leur disant, dès qu'ils commencent à avancer, que finalement le point B a changé et qu'il ne nous intéresse même plus, qu'on doit aller vers un point C. Et pouvoir accompagner ces équipes dans l'explication que le changement de cap est une démonstration d'agilité stratégique. Ce n'est pas qu'on n'était pas clair, on a fait les mauvais choix.
c'est qu'on a fait les meilleurs choix au moment où on les a fait, mais que l'environnement est en train d'évoluer de manière tellement rapide qu'on a besoin de changer de cap de manière continue, tout en ayant une destination finale qui reste inchangée. Et pour ce faire, il y a lieu de former les équipes de manière continue, de les accompagner, de les doter des outils, de remettre en question la manière avec laquelle on prend les décisions, donc toute la gouvernance, mais aussi et surtout de mettre en place des systèmes de support pour coacher ces équipes. C'est du coaching moral, c'est du coaching opérationnel, c'est du coaching méthodologique pour leur permettre justement d'ajuster leur plan, toujours dans ce triptyque, redéfinition des choix stratégiques, transformation de mindset et de compétences, et transformation des process et de l'organisation. Donc, en résumé, la méthode Poala part du principe que le changement est une constante. Hein. On ne peut pas dire que, bon, Covid est passé, là, ça va être stable pour les 5-10 ans qui viennent. On sait qu'il y a des choses, on sait qu'il y a des variantes de Covid. À chaque fois qu'on pensait qu'on allait déconfiner pour de bon, non, il y a des mesures restrictives, etc. C'est usant, mais en tant que leader, notre rôle est d'accepter cette vérité et de l'intégrer à tous les niveaux de l'organisation. Le rôle du leader, justement, c'est de faire le lien entre ce monde VUCA, ce changement permanent, et ce qui doit être fait par les équipes. Quel cap, quels moyens je vais mobiliser, quel processus de fonctionnement, d'organisation, de gouvernance je vais mettre en interne pour permettre aux équipes de rester concentrées et d'ajuster l'offre marché, d'ajuster l'efficacité opérationnelle aux contraintes externes. Et pour ce faire, la méthode Poala est une méthode qui intervient à 2 niveaux. Premier niveau, c'est redéfinir le cap sur le moyen terme. C'est l'exemple que j'ai donné. Lendemain de l'annonce du confinement, il faut réajuster les plans et réajuster où est-ce qu'on veut aller avant la fin d'année. Mais c'est surtout la méthode qui nous permet de développer le concept de l'immunité organisationnelle au long terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin seulement de sauver l'année, mais on a aussi et surtout besoin de se doter des mécanismes pour que l'agilité stratégique soit un état d'esprit chez les équipes, qu'elles aient les compétences qu'il faut, les moyens qu'il faut pour qu'à tous les niveaux de l'organisation, au top management et à tous les autres niveaux de l'organisation, qu'on puisse sentir les changements, comprendre qu'est-ce qui est en train de changer de manière fondamentale. Je parle des changements majeurs, des tendances lourdes dans mon environnement pour ajuster le tir et permettre à l'organisation, hein, le rôle numéro 1 des leaders, c'est la survie de son organisation. Permettre à l'organisation de survivre. Survivre, ça ne veut pas dire se suffire de la survie, ça veut aussi dire saisir les opportunités qu'il y a. Parce que j'ai volontairement donné le temps de la réaction à la crise comme élément fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une crise, ben, comment je réagis. Mais nous avons également accompagné des équipes pendant cette année passée et des entreprises qui étaient plutôt sur un vent favorable, c'est-à-dire que la crise a fait que leur business, naturellement, a connu une traction positive pour laquelle ils ne s'étaient pas nécessairement préparés. Et donc, au lieu de faire une croissance qu'ils avaient notée sur leur budget à aller entre 5 et 10, ben, ils se sont retrouvés en train d'avoir des croissances à double chiffre, à 15, 20, 30, 40 et même plus pour certains, en fonction de leur secteur d'activité. Et donc, c'est cette capacité à doter mes équipes dans le temps de capacité de réaction, de capacité à anticiper, à changer, à évaluer ce qui est en train de se passer derrière les changements qu'on voit, derrière les signaux qu'on voit, pour être de meilleure immunité sur le long terme. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme disent nos amis hawaïens, mahalo, merci en hawaïen. Là, je vais prendre quelques questions par rapport à vos interrogations sur la méthode, sur le retour d'expérience. Hein. Nous l'avons appliqué dans à peu près une bonne vingtaine d'organisations, hein, l'esprit Poala. Ça a pris des formes différentes, mais c'est toujours dans cette logique d'accompagner les équipes à redéfinir le cap sur le court terme, à se reconcentrer, à reconcentrer les énergies et surtout à augmenter leur immunité sur le long terme. Yasmine, on a des questions? Donc, on attend les questions sur le chat éventuellement pour pouvoir y apporter des éclairages. Alors, une des questions, même si elle n'est pas posée, mais je peux peut-être prolonger justement le partage,
C'est oui, c'est bien beau tout ça, court terme, moyen terme, long terme, oui, mais concrètement, c'est quoi? Alors, très concrètement, ce qu'on a fait, c'est développer une approche en deux temps. Pour le court terme, il s'agit de développer en fait une approche où nos consultants s'assoient avec les équipes du client, comprennent un peu l'étendue de l'impact de la crise ou en tout cas du changement majeur qui est en train de se passer, pour organiser un workshop d'une journée. Donc sur une journée qui dure à peu près 7-8 heures, on a un atelier où on va passer en revue le diagnostic, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut en retenir. On commence à réfléchir aux implications futures, donc l'approche un peu divergente. Quelles sont les conséquences possibles de l'événement, de la crise pour nous? On commence à leur donner de la notation, du rating, à les prioriser. Quels sont les plus probables et ceux qui auront le plus d'impact sur notre activité? On plonge dans les réalités marché à travers du benchmarking, qu'est-ce qui se passe dans des catégories similaires, chez les concurrents, ainsi de suite, pour réfléchir dans un deuxième temps aux solutions possibles. Alors, les solutions qui tiennent compte, bien évidemment, de notre complexité, et également de nos moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On ne sait pas tout, mais on a des éléments. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on commence à imaginer des options du possible et, encore une fois, dans un deuxième temps, à les prioriser. Tout ça dans une logique de co-construction collaborative en mode design thinking pour sortir donc au bout d'une journée, 7 à 8 heures, avec de nouvelles orientations stratégiques, une nouvelle roadmap opérationnelle pour les équipes, toutes les équipes, et un arbitrage d'affectation des ressources. Les ressources que je vais retenir, les budgets par exemple que je vais retenir, les équipes, où est-ce que je vais les affecter. Donc au bout d'une journée, je redéfinis le cap et je me donne une priorisation des moyens et de la roadmap pour réaliser ce que j'ai envie de faire d'ici la fin d'année, vu le contexte et vu la crise qui vient de se passer. Donc ça, c'est une journée, préparation, plus la journée de travail, donc un workshop. À travers la journée et sur la partie roadmap, on travaille non seulement sur du très court terme, des quick wins, mais on identifie également des axes majeurs qui vont permettre à l'organisation d'augmenter son immunité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on identifie des axes de ce qu'on appelait l'immunité stratégique, c'est-à-dire des projets, des chantiers, soit de montée en compétences, soit de revue de la gouvernance, soit de revue des règles de gestion, et ainsi de suite. On sort avec ces projets-là et on les traduit sur un plan d'action qui va, lui, s'étaler plutôt sur 12, 18, 24 mois. Donc, sur les différentes organisations que nous avons accompagnées, le plus court qu'on a fait, c'est sur 12 mois. En moyenne, c'est autour de 18 mois. Et donc, le plan d'action sur ces 18 mois, c'est quoi sa vocation? C'est justement de permettre à l'organisation de se préparer à la prochaine crise et donc d'anticiper le prochain besoin en immunité. Donc, au bout d'une journée, on sort avec le plan d'action actualisé, ça c'est le court terme, et on sort avec un plan d'action sur les 12-18 mois qui consiste en à peu près, allez, on va dire un atelier par mois, 1 à 2 ateliers par mois avec l'équipe dirigeante ou avec les équipes opérationnelles pour qu'on s'assure qu'au niveau de chaque maillon de la chaîne de valeur de l'entreprise, on augmente notre immunité et donc le prochain coup dur qui va tomber, qui va nous affectera moins que le dernier, et ainsi de suite, et on rentre dans une logique itérative. Donc voilà, une approche assez pragmatique, assez rapide en termes de déploiement. En moyenne, c'est une semaine pour préparer l'atelier sur une journée, et les conclusions, c'est le lendemain qu'on les formalise. Et puis l'accompagnement, c'est un accompagnement sur 12 à 18 mois pour justement augmenter l'immunité organisationnelle. On va voir du coin des questions si on a qui sont tombées depuis. Alors apparemment non, donc cela veut dire que soit c'était très clair, soit pas du tout clair, mais dans les deux cas, je suis à l'écoute pour les quelques minutes qui nous restent, hein, si besoin de donner plus de profondeur. Sinon, pour les gens qui nous ont suivis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page officielle ou sur ma page, et on pourra prolonger l'échange et le débat sur l'approche Poala et de manière plus générale sur les approches de transformation et de renforcement de l'efficacité organisationnelle. Ça, c'est ce qu'on a sur le chat? Ah d'accord, très bien. Enfin, on a des remerciements, donc ça doit être des amis, parce que j'ai prévu quand même hein, des quick wins, des gens qui vont dire merci. Non, on rigole, mais
C'est moi qui vous remercie. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont écouté. Et comme j'ai dit, nous serions ravis de prolonger le débat à travers une prise de connexion, d'attache sur les réseaux sociaux, c'est le plus simple, notamment LinkedIn, où on est assez actif. Et encore une fois, merci à l'organisation pour l'invitation. Et je vous souhaite un bon salon et d'excellentes séances d'échange avec les autres intervenants. Merci encore et mahalo. Merci beaucoup.